La durée moyenne du chômage augmente, tout comme le nombre de chômeurs longue durée, d'où la volonté de réforme d'Emmanuel Macron. Mais faut-il considérer le chômeur comme un tricheur qui aurait choisi des vacances indemnisées? Est-ce que le fait d'être surveillé, voire fliqué, va l'amener à retrouver plus rapidement un emploi et surtout un emploi qui correspondra à son profil? Alors faut-il serrer la vis? Avec nous pour en parler, Anne Fretel, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Lille, chercheur au CLERC et à l'IRES, l'Institut de recherche économique et sociale. Alors pour commencer, première question que j'ai envie de vous poser, pourquoi vouloir contrôler les chômeurs? Est-ce spécifique à la France? Alors cette idée du contrôle des chômeurs s'inscrit pour essayer d'expliquer les causes du chômage. Et à l'appui de la théorie économique dominante, il y a l'idée qu'une partie du chômage et l'importance du chômage qu'on constate serait liée en fait à des comportements de maximisation de la part des demandeurs d'emploi qui en permanence se comparent les ressources qu'ils peuvent retirer en allant travailler et des ressources dont ils peuvent bénéficier en restant chez eux, donc en bénéficiant de systèmes de minima sociaux ou d'assurance chômage. Et donc l'idée s'est développée que dans les pays les plus développés, avec des systèmes de protection sociale relativement généreux, une partie du chômage s'expliquerait par des sortes de comportements opportunistes. Et donc l'OCDE ou la Commission européenne ont incité les pays à développer des politiques d'activation visant à renforcer les sanctions et le contrôle de la recherche d'emploi qu'un chômeur devrait mobiliser. Alors ça nous amène à la nouvelle loi Avenir professionnel. L'objectif est d'augmenter le taux de retour à l'emploi des chômeurs. Est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots en quoi ça va modifier le cadre actuel? En fait, le cadre actuel va être renforcé, la dynamique de contrôle de la recherche, mais aussi des sanctions va être renforcée. Il y a 4 articles dans cette loi. Le premier article qui modifie ce qu'on appelle l'offre raisonnable d'emploi et qui dit que désormais, à partir de maintenant, dès le premier refus d'une offre raisonnable d'emploi, on pourrait être radié des listes de Pôle emploi. Initialement, avant, c'était 2 refus possibles. Les sanctions sont beaucoup plus rapides et beaucoup plus fortes. Il y a aussi une augmentation des équipes dédiées au contrôle de Pôle emploi qui passerait d'un effectif de 200 à 1000. Et puis dernier point, qui est la mise en place d'un journal de bord. Et donc chaque mois, le demandeur d'emploi aurait à faire part de l'ensemble des démarches qu'il a pu effectuer le mois précédent au moment de son actualisation. Alors j'imagine que de telles sanctions sont supposées s'avérer efficaces, mais ça reste de la théorie. Alors est-ce qu'on aurait des outils de comparaison avec d'autres pays, par exemple, pour voir leur efficacité? Donc un certain nombre d'évaluations ont été faites, puisque ce n'est pas propre à la France, mais beaucoup de pays européens se sont engagés dans ce renforcement des sanctions. Et donc il a été possible d'observer le avant-après, avant sanctions et après la mise en place de sanctions, avec l'observation de 2 indicateurs, le taux de retour à l'emploi et la vitesse à laquelle on retrouve un emploi, et un deuxième indicateur qui est la qualité de l'emploi retrouvé, est-ce que l'emploi retrouvé est stable. Il y a 2 éléments qui ressortent des évaluations. Le premier élément, c'est que sur la population globale des demandeurs d'emploi, on constate que la mise en place de sanctions accélère un petit peu le taux de retour à l'emploi, mais par contre que la stabilité de l'emploi retrouvé se dégrade, puisque les demandeurs d'emploi sont incités à reprendre le premier emploi venu, qui n'est pas l'emploi le plus satisfaisant, ce qui crée du coup une instabilité dans leur trajectoire professionnelle, mais aussi une instabilité pour l'entreprise. Et un coût. Et un coût qui se retrouve à gérer en effet un turnover beaucoup plus important. Sur la population spécifique des demandeurs d'emploi non qualifiés, qui est quand même le gros des demandeurs d'emploi, on se rend compte qu'en fait ces mesures sont inefficaces, qu'elles ont tendance à augmenter la durée du chômage, parce que ces mesures transforment les canaux de recherche d'emploi. Elles positionnent les demandeurs d'emploi vers ce qu'on appelle de la recherche formelle, donc déposer des CV, répondre à des offres, alors que les canaux de recherche d'emploi les plus efficaces pour eux, ce sont ce qu'on appelle les canaux informels, donc le bouche à oreille. Le bouche à oreille, voilà. Alors comment expliquer cette orientation des pouvoirs publics et quelles solutions aurait-il fallu mettre en place plutôt que ce système de sanctions renforcé? Alors en termes d'orientation, on est vraiment pris par cette représentation de la théorie économique dominante, cette idée qu'il existerait un marché du travail et avec des comportements individuels qui façonneraient ce marché du travail. Et on oublie complètement que la situation de chômage est quand même reliée à un contexte économique global, à un cadre macroéconomique. Et puis en termes de solutions, donc bien évidemment, il y a déjà cet enjeu de bouclage macroéconomique, mais peut-être aussi se reposer la question du rôle et de la responsabilité du demandeur d'emploi. Et peut-être qu'il y aurait des voies exploitées du côté de l'entreprise pour se demander si finalement l'entreprise est vraiment en capacité de recruter. Et plutôt que finalement d'augmenter l'employabilité, qui est le mot d'ordre, est-ce qu'il ne faudrait pas aider l'entreprise à augmenter elle-même son employabilité, c'est-à-dire sa capacité à être employeur? Et l'accompagner dans ce sens. Merci Anne Fretel pour votre éclairage. Merci.